Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul. Je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Je sais plus trop exactement ce que je vous ai dit, mais je vous avais prévenu que vous allez avoir un book haul. C'est aujourd'hui, vous avez pu le constater avant de cliquer sur cette vidéo, ça va être une vidéo longue, donc j'espère que vous avez prévu un petit café, un petit thé, ou de manger, ou d'étendre votre linge, enfin bref, de faire un truc en m'écoutant, parce que on est là pour un petit bout. Vraiment, j'ai craqué, genre c'est une catastrophe. Mais en même temps, je trouve ça cool d'avoir autant de livres à vous montrer parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des lecteurs lectrices qui vont acheter des livres quand ça va pas dans leur vie. Moi, c'est l'inverse. En fait, c'est soit c'est un cercle vicieux, soit c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que si ça va pas, je lis pas. Si je lis pas, j'achète pas de livres. Si ça va, je lis. Et si je lis, j'achète plein de livres. Et si, en fait, quand je lis, j'ai envie d'acheter des suites de sagas, j'ai envie d'acheter l'auteur, l'autrice que je viens de lire parce que j'ai envie de le relire peut-être plus tard. Et donc, ce que je lis alimente ce que j'ai envie d'acheter et donc je passe plein de commandes et j'achète plein de livres. Et quand je lis pas, ou quand je suis dans une mauvaise période, j'ai plus tendance à abandonner des livres, c'est vrai. Et donc, j'ai pas envie d'en acheter parce que le tome 1 que je viens de lire, en vrai, il me plaît pas trop, donc je vais pas lire la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le fait que j'ai vraiment beaucoup de livres à vous montrer, ça veut dire que ça va. Bon, on a tous à peu près suivi ce qui s'est passé fin juillet en Gironde. À l'heure où je filme ce book haul, ça fait pas très longtemps que je suis revenue dans mon appartement, mais je pense que vous aurez suivi ça en vlog. Mais voilà, j'espère que le mois d'août, ça va aller, parce qu'à l'heure où je filme, on est tout début août. J'espère que ça va aller. Pour ce mois d'août, c'est le mois de mon anniversaire, donc vraiment j'espère que ça va aller. Mais bref, en tout cas j'ai beaucoup de livres à vous montrer. Je suis très contente d'avoir tous ces livres à vous montrer. Il y en a certains que vous avez déjà vus, mais je vous les remontre tous ici parce que je ne les ai pas lus. Pour rappel, dans les book hauls, je vous montre tous les livres que j'ai achetés depuis le dernier book haul que j'ai fait et que j'ai pas encore lu. Voilà. En général, j'évite de vous les montrer avant, mais là, il y en a certains que je vous ai montrés dans la vidéo de la semaine dernière du coup, et il y en a certains que je vous ai montrés en vlog aussi, mais en fait, je les ai pas lus. Donc c'est pour ça que je vous les remontre, et on va commencer. C'est parti. Je saurais plus vous dire ce que j'ai commandé quand et où. Il y a des trucs que j'ai achetés neufs et que je me rappelle où je les ai achetés, mais globalement, quand je me rappelle pas, ça doit être des commandes Gibert. Wow. Donc si je vous précise pas, à partir du principe que je les ai commandés chez Gibert, et pour ceux qui ne sauraient pas, 95% des livres que je vais vous montrer là aujourd'hui, je les ai achetés d'occasion. C'est une habitude que j'ai gardée quand j'étais ado, comme la plupart des ados et des étudiantes, j'avais pas beaucoup de moyens, j'avais pas beaucoup d'argent, donc je me débrouillais pour acheter des livres à 1 ou 2 euros d'occasion vraiment, et j'ai gardé cette habitude. Voilà, donc j'achète quasiment tous mes livres d'occasion, et globalement c'est tous mes achats de juin et de juillet. Je vais pas compter combien il y en a, si vous voulez compter, faites-vous plaisir. Donc j'ai passé une commande et j'avais acheté Un meurtre est-il facile de Agatha Christie parce que c'est le prochain Agatha Christie que je dois lire. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu de cette autrice là, donc c'est une grande autrice que je pense que tout le monde connaît. Et moi je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel elle les a publiées la première fois. Ça m'évite d'en louper, ça m'évite de me perdre, ça m'évite de me dire est-ce que je l'ai lu, est-ce que je l'ai pas lu, est-ce que je l'ai acheté, est-ce que je l'ai pas acheté. C'est plus simple, je trouve. Et donc, c'est celui-là que je dois lire en suivant. Voilà, je l'ai acheté et probablement que je le lirai pour le pumpkin. Ça fait 4 minutes que la vidéo a commencé et j'ai déjà parlé du pumpkin. Voilà, quand j'achète des livres, globalement toute l'année, j'ai toujours dans un coin de ma tête le Pumpkin Autumn Challenge organisé du 1er septembre au 30 novembre par Gimoz. Et alors particulièrement sur mes achats de juin, juillet, août, genre vraiment le pumpkin est là. Vraiment c'est... Voilà, donc il y a beaucoup de livres que j'ai achetés pour le pumpkin. Je vais essayer de pas trop en parler, mais si vous savez pas, j'adore le pumpkin. C'est mon challenge préféré. Voilà. J'ai aussi acheté 10 minutes sur le vif de Jean-Christophe Tixier, donc c'est la suite de la saga 10 minutes. Je sais plus le combienième de tome c'est. Ça m'a l'air d'être le 4e tome, je crois que j'avais déjà acheté le 5e tome, mais j'avais pas le 4e, donc je l'ai, comme ça je pourrais avancer. Dans cette saga, on y suit 4 adolescents, préadolescents. Dans le tome 1, on y rencontre un jeune adolescent qui s'appelle Tom, je crois, et qui emménage avec ses parents dans une maison à la campagne. Il habitait en banlieue parisienne et tout, avec ses copains dans un immeuble, etc. Et du jour au lendemain, il se retrouve dans une maison en plein milieu de la campagne.
Ses parents partent parce qu'ils ont un rendez-vous, il le laisse toute la journée tout seul chez lui, il doit avoir 12-13 ans, hein. Et son père en partant lui dit bah, si t'as 10 minutes à perdre, tu n'as qu'à commencer à arracher le papier peint dans ta chambre, puisqu'on va la refaire de toute façon. Et en faisant ça, ça le mène à une espèce de chasse au trésor, enquête dans la maison sur les anciens propriétaires, qui vivaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Et voilà, et dans chaque tome, on a une aventure comme ça, avec nos 4 personnages principaux. Donc Tom, ses 2 amis qui sont restés à Paris, et sa nouvelle voisine qu'il va rencontrer sur place. Et j'aime beaucoup cette saga. Ensuite, j'ai trouvé un tome 2, je suis trop contente. Ça fait partie des achats que je voulais absolument faire parce que j'ai lu le tome 1 en mai, je crois. Donc j'ai acheté Le Club des voleurs de piano, le tome 2, Un concert dans le ciel de Paul Beaupère. J'ai absolument adoré le tome 1 qui s'appelle Un piano par la fenêtre. Ah bah il est là, le tome 1. Franchement j'ai adoré le tome 1 et j'ai trop hâte de lire le tome 2. On est dans le Paris post-Première Guerre mondiale, avec des personnages qui viennent de différents pays. On a une américaine, une anglaise, un russe, je crois, et une autre personne qui vient de je sais plus quel pays, je suis désolée, mais il n'y en a aucun qui est français. Et ils se retrouvent tous à Paris, ils vont monter un genre de groupe de musique tous ensemble, et au milieu, l'un d'eux a un fils, et donc c'est notre personnage principal qu'on suit dans cette bande, dans ce groupe, dans ce petit bar et tout. On suit leurs aventures autour de la musique et du partage. C'est un peu le choc des cultures. On est dans ce Paris de l'après-guerre où les gens ont un peu envie de se libérer, d'en profiter, la guerre est finie, c'est cool et tout, mais en même temps, ils n'ont pas forcément les moyens parce que la guerre est passée par là, quoi. Donc c'est un peu une ambiance particulière et j'adore, vraiment j'adore. J'ai enfin trouvé un livre qui me tente depuis très longtemps et que je n'arrivais pas à trouver d'occasion, donc c'est Au service de Sa Majesté la Mort, tome 1, L'Ordre des Revenants de Julien Hervieux. Je peux pas trop expliquer pourquoi ça me tente, mais voilà, Londres 1887, j'adore les histoires, qui plus est jeunesse, qui se passent dans les années 1800, début des années 1900, comme c'est le cas du Paul Beaupère que je viens de vous montrer. On doit être en 1915 ou 1916 à Paris, là on est en 1887 à Londres. C'est pas tout à fait la même époque, mais c'est une époque vraiment très différente de nous, et ça enlève toute la technologie qu'on peut avoir. Genre vraiment, il n'y a pas de téléphone, parfois il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas tout ça, et j'adore, vraiment j'adore ces ambiances-là. Et là, Sa Majesté la Mort, avec cette... enfin, vous voyez cette ombre-là, je sais pas, ça a l'air trop cool. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais voilà. Prise dans le carcan de la société victorienne, Elisabeth, jeune journaliste indépendante, n'a d'autre choix pour exercer son métier que de passer un accord avec un journaliste qui lui sert de nom de plume. Un accord funeste. Quand ce dernier est assassiné sous ses yeux, Elisabeth, devenue gênante, est sommairement abattue pour se réveiller dans sa propre tombe. Oh my god. On a aussi très souvent une petite touche de féminisme dans ce genre de livre. On va avoir ce genre d'héroïne un peu combative, un peu contre la société de cette époque-là. Et j'adore, vraiment j'adore. Alors là, en gros, on va suivre une espèce de zombie, quoi. Mon dieu, ça a l'air trop cool. Le suivant est absolument magnifique. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, mais c'est Le Monde de Iéna, je vais le dire comme ça, de Fabien Clavel. Je suis plus sûre d'avoir lu du Fabien Clavel. Peut-être que j'ai tenté, peut-être que j'ai pas tenté, je ne sais pas. Mais le livre en tout cas est magnifique. On a des dorures, enfin, c'est magnifique. Vraiment, le livre est magnifique. Même le dos, le titre est écrit en doré, enfin, franchement c'est absolument magnifique. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si épais, mais il fait un peu plus de 300 pages, c'est pas si gros que ça, et en plus bah, on est en jeunesse donc c'est quand même écrit assez gros, mais c'est pas illustré à l'intérieur, et voilà. En fait, je sais pas, l'ambiance du livre, l'aura que dégage le livre m'attire. Même à travers mon écran, ça m'attirait. Je peux pas l'expliquer, vraiment. Dans notre monde, un auteur entreprend l'écriture d'un roman de fantasy en s'inspirant de sa fille, Léna. Dans ce roman, il imagine tout un monde onirique régi par les rêves d'une jeune déesse éternellement endormie, Yéna, et menacée par des créatures de cauchemar. Alors que Fidnuit et Faldune, 2 orphelines aux origines mystérieuses, poursuivent une quête périlleuse, Yéna se réveille brusquement. Au même moment dans notre monde, Léna est victime d'une étrange maladie qui la plonge dans un sommeil sans fin.
En gros, on a un homme qui a une fille, et cet homme écrit un livre inspiré de sa fille, et ce qu'il fait vivre à son personnage a des répercussions sur sa fille dans la réalité. Ça a l'air trop cool. Le suivant, c'est typiquement ma cam, hein, vu la tronche de la maison, de l'illustration, de couverture et tout, enfin à un moment donné, voilà. Donc c'est le Clackity, tome 1, les chroniques de Port-la-Rouille, écrit par Laura Sanf. Voilà. Non mais a priori on va être dans un cimetière ou dans une ville hantée, ah bah voilà. Bienvenue à Port-la-Rouille, 7ème ville la plus hantée d'Amérique. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser pour quel challenge j'ai acheté ce livre? Par contre il est lourd, vraiment il est très 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 lourd, c'est les éditions Milan, c'est le genre de livre pas très agréable à lire parce que un peu trop lourd, vraiment. Oh non, j'aime pas quand ils font ça, regardez, toutes les pages que je vais faire défiler sont blanches, entièrement blanches, il n'y a rien dessus, pourquoi? Utilisez-les, imprimez des trucs dessus, je sais pas pourquoi vous laissez tout ça Bref, ça fait 370 pages quasiment. Et on a quelques illustrations. Je vais essayer de vous montrer une du début, ça spoilera peut-être moins. Ouais, pas énormément d'illustrations. Hein. J'ai galéré, mais voilà, ça c'est la première que j'ai trouvée. Et voilà, à part qu'on parle de vie. Enfin, en fait, qu'on parle de vie hantée, ça me suffit pour avoir envie de le lire, pour avoir envie de l'acheter, etc. Je connais pas l'autrice, j'avais jamais entendu parler de ce livre-là, mais. Si vous n'avez pas peur du noir ni de regarder sous votre lit et que les fantômes ne vous gênent en rien, Port-la-Rouille est faite pour vous. C'est ma ville. Non, il faut que j'emménage à Port-la-Rouille à un moment donné. Écoutez, tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, je pense que je l'ai commandé en plusieurs commandes. C'est plusieurs colis, je pense. Mais bref, écoutez. Ensuite, j'ai trouvé La Révolte des Dragons, livre 2 de Jessica Khoury, pardon. C'est pas la même autrice que le tome 1. Mais je voulais lire le tome 2, j'ai lu le tome 1 pareil au mois de mai, je pense, et du coup, au courant du mois de juin, j'ai dû commander ce tome 2. On est de nouveau sur un beau bébé, on est sur 390 pages. Et le dernier chapitre s'appelle Ce n'est pas la fin. Comment ça, c'est pas la fin? C'est le tome 2, il n'y a pas de tome 3. Bref, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Quand on parle de dragons, j'aime pas quand les dragons sont les grands méchants de l'histoire et qu'on est sur des humains qui s'en prennent aux dragons, qu'on est sur une guerre entre humains et dragons. Moi, je préfère le côté les humains sont des dragonniers, sont amis avec les dragons. Un peu comme dans Eragon, enfin dans l'héritage, bref. Et là, c'est ambigu des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a des dragons méchants, des dragons gentils, des humains méchants, des humains gentils. Mais on a une association quand même entre les deux. Parfois, il y a des humains qui soumettent les dragons, mais il y a des dragons qui se rebellent, il y a des humains qui veulent sauver les dragons, qui veulent les aider. Enfin, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est un petit peu mélangé. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, il y a quelques facilités scénaristiques dans le tome 1. Je sais pas trop pourquoi c'est pas la même autrice qui a écrit le tome 2, je vous avoue. Mais j'avais quand même envie de savoir. On est à New York. Ce qui n'était pas le cas dans le tome 1. Dans le tome 1, on était à Londres. Bon, écoutez, je verrai bien. Et ensuite, dans une des vidéos, je vous ai parlé des Mystères de l'Arispem de Lucie Pirapajo. Et je vous ai dit que j'avais jamais rien lu d'autre de l'autrice et que j'aimerais bien lire autre chose d'elle. Et il se trouve que, à la commande suivante que j'ai faite sur Gibert, j'ai trouvé la vérité sur ce qu'il y a dans ma tête de Lucie Pirapajo. Ici, j'ai plus l'impression qu'on est sur un contemporain, alors que les Mystères de l'Arispem, c'est de la dystopie fantastique, je dirais. Mais pourquoi pas, c'est marqué en plus, hein, par l'autrice des Mystères de l'Arispem, prix du premier roman jeunesse Gallimard. Voilà, écoutez. Je sais pas trop de quoi ça parle. J'avais envie de lire autre chose de cette autrice-là, je me suis dit pourquoi pas. C'est écrit de manière assez particulière. Je sais pas si ça c'est des dialogues. Vous voyez, il y a écrit maman, toi, moi. Je ne sais pas. Tout a basculé quand un nouveau Simon est arrivé dans la classe. Qu'est-ce qu'il faut faire quand toute votre vie vole en éclats? C'est peut-être le moment de parler à la personne qui compte le plus pour moi et lui dire enfin la vérité sur ce qu'il y a dans ma tête. Donc on va suivre a priori une préadolescente, je dirais. Et vraiment, je l'ai vu sur le site, je connaissais pas le livre, je savais pas de quoi ça parlait. J'ai vu que c'était Lucie Pirapajo, je me suis dit let's go, j'ai envie de lire autre chose d'elle. On verra bien, j'ai pas plus d'infos que ça. J'ai aussi trouvé le livre d'un autre auteur que je voulais lire parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et je le lis pas assez souvent à mon goût. Donc j'ai pris Pax Automata de Ariel Holz. Pareil, je m'attendais pas à un pavé pareil. Mais écoutez, pourquoi pas, le livre est absolument
magnifique et la couverture se poursuit sur la première et la quatrième de couverture. Je sais pas si vous voyez là avec la tour Eiffel et tout, c'est très cool. Bref, donc a priori ça va se passer à Paris. Voilà, 1889, l'empereur Napoléon III, grand vainqueur de Sedan, s'apprête à inaugurer l'exposition universelle dans un Paris mécanique grouillant d'inventions extraordinaires. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai pas besoin d'aller plus loin dans le résumé? Ariel Holz, Paris 1889, exposition universelle, je fonce. Non mais vraiment je fonce. Bon, je fonce moyennement parce qu'on est quand même sur un immense pavé qui fait 350 pages. Voilà, mais on a quelques illustrations, on a quelques petites choses comme ça, j'adore. Vraiment j'adore ce genre de choses. Et on a des photos un peu comme ça. Voilà. Et puis on a plein de dorures sur la couverture, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais vous voyez là toute une partie de la tour Eiffel, les nuages là-haut sont faits en vernis sélectif, c'est absolument magnifique. Enfin vraiment, j'adore. Léonard Dupont pour l'illustration de couverture. Voilà. J'avais aussi trouvé un autre tome 2, donc La princesse et la fangirl, donc Il était une fangirl, tome 2, de Ashley Poston, pareil, hein, en mai, j'ai dû lire le tome 1, donc c'était en avril, je ne sais plus, bref, et j'ai fini par acheter ce tome 2, pareil, on est sur un gros pavé, mais lui, pour le coup, ayant déjà lu le tome 1, qui est à peu près aussi gros, je sais que ça se lit vite, et que ça va vite, donc, ça devrait aller. Après, je sais pas quand est-ce que je vais le lire réellement, mais écoutez, pourquoi pas. Et donc, il fait à peu près 420 pages, un peu plus de 420 pages, voilà. Et La princesse et la fangirl, a priori, on est sur une romance FF. En fait, moi je trouve ça cool d'avoir ça en tome 2 parce que je connais déjà les personnages, je connais déjà l'univers et j'ai envie d'y aller. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai essayé plusieurs fois de lire des romances FF ou MM et j'ai du mal. Vraiment, j'y arrive pas trop. Alors que là, avant même de commencer l'histoire, ça fait comme un tome 2 de romance avec des tomes compagnons. Tu sais le couple que tu vas avoir avant de commencer le tome parce que tu as déjà lu le tome 1. Et ben là, c'est le cas. Et j'aime déjà les personnages, ce qui est déjà une avancée majeure. Et voilà, franchement, j'ai très envie. Le tome 1, c'est une réécriture de Cendrillon. Donc on a notre personnage principal qui est donc Cendrillon, elle s'appelle pas comme ça, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref. Elle a 2 demi-sœurs, elle vit avec sa belle-mère, etc. Et le bal de Cendrillon, c'est une convention autour d'un univers de séries télé des années 80 ou 70, un truc comme ça. Et en gros, il y a un remake qui est fait en film avec un nouvel acteur. Et notre personnage principal adore cet univers de séries, de films et tout, mais déteste l'acteur principal qui va être choisi pour jouer le rôle. Et voilà, c'est ça l'histoire. Et donc elle veut aller à la convention, et il y a toute une histoire de faire sa robe pour aller à la convention, parce qu'il y a un concours de cosplay et tout, enfin bref, voilà. Et ici on va suivre un personnage féminin donc du coup qui aide notre Cendrillon dans le tome 1, et l'une des demi-sœurs de Cendrillon. Pardon, je suis en train de perdre la voix. Et voilà, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. Je pense qu'on arrive à ma dernière commande de livre d'occasion pour le mois de juin. Et oui, pour le mois de juin seulement. J'ai acheté un squelette dans le placard, donc une enquête de Ginger Gold, le tome 1. Un squelette dans le placard de Lee Strauss. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça fait partie des Cozy Mystery. Mais en fait, je me suis rendu compte que un cozy mystery édité dans une maison d'édition qui ne publie pas de policier thriller, je préfère à un cozy mystery édité dans une maison d'édition qui édite des thrillers policiers. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quelle est l'explication derrière, mais je préfère. Genre les éditions Harlequin, quand elles publient du policier thriller, j'adore. Je peux pas l'expliquer, écoutez, c'est comme ça. Et là, c'est chez City. Donc c'est le cas, c'est pas une maison d'édition de thriller policier, vous voyez. Bref. J'avais envie de tenter. Je suis pas très fan de l'humour british un peu, mais je me dis pourquoi pas. Voilà, délicieusement british, une irrésistible série de cozy mystery. A priori, il n'y a pas grand chose pour me plaire là-dedans, mais j'avais envie d'essayer et j'ai acheté ce livre-là avant de lire le tome 1 d'une autre saga de cozy mystery, donc L'été meurtrier d'Oxford. Je l'ai acheté avant, donc ça n'a rien à voir. Vous voyez, enfin c'est pas... Bref, je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai aussi trouvé les tomes 4, 5 et 6 des Sorcières du Beffroi, écrit par Kate
Saunders. Voilà, comme le titre l'indique, on y suit des sorcières qui se retrouvent à être exilées de la communauté des sorcières et obligées à vivre dans un beffroi avec des humains. Et donc c'est un peu le choc des cultures, on suit... En fait, c'est vraiment le stéréotype de la sorcière laide, de la sorcière méchante, de la sorcière qui a son chaudron, fait ses potions et tout, mais elles ont quand même un bon fond et elles vont quand même devenir amies avec un prêtre et un assistant prêtre, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Et j'adore, vraiment je trouve ça hyper cool. Donc le tome 4 c'est Panique Chapeau Magique, le tome 5 c'est Sorcière es-tu là, et le tome 6 Les Ballets de l'espace, ce qui me fera un livre à lire pour la SF par exemple. Voilà, je vais mettre au moins un de ces livres là si ce n'est plus dans ma palle du Pumpkin, sachant que pour rappel le Pumpkin Cotton Challenge c'est sur 3 mois. En général, on a une quinzaine de catégories et moi je mets un livre par catégorie et par mois du Pumpkin, minimum. Donc je peux en mettre des livres dans le Pumpkin et ça se lit vite quoi. J'ai aussi pris un tome 1 parce qu'à force d'avancer dans mes sagas jeunesse, après bah, j'ai plus, enfin je l'ai fini et donc du coup j'ai plus de sagas jeunesse à avancer. Donc j'ai pris Département des cauchemars, tome 1, je suppose, Studio 66 de Yves Abour. Voilà, cauchemar écrit avec un K. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais voilà, c'est le genre de petite saga jeunesse avec des héros, héroïnes qui vivent des aventures, font des histoires et tout. On a des illustrations, des pages noires et tout. Enfin, c'est ce que j'aime lire et j'aime découvrir en jeunesse. Après, il y a des univers comme ça qui ont l'air géniaux et qui ont l'air faits pour moi, entre guillemets. Et quand je lis le livre, ça le fait pas, ça me plaît pas, ça va pas. Mais au moins j'essaye. Voilà. Nico Roupillon, 10 ans, n'a jamais fait de cauchemar. Or, selon l'article numéro 1 du code cauchemardesque, tout enfant doit avoir fait au moins 100 cauchemars avant ses 11 ans, sous peine d'être privé de lit. Donc en gros, il lui reste 365 jours pour faire 100 cauchemars. Il va avoir des nuits un peu compliquées, le garçon. J'ai aussi trouvé un Paul Beorn, j'étais très contente, j'adore Paul Beorn, et j'en ai pas lu tant que ça des livres de lui, mais j'aime beaucoup, donc j'ai pris un ogre en cavale. J'espérais qu'il soit plus petit pour pouvoir le lire plus rapidement et le caser plus rapidement dans mon Pumpkin, vous l'aurez deviné, mais bon, on est sur un livre plutôt gros comparé à ceux que je viens de vous montrer, puisqu'il doit faire 200... Ouais, il fait 270 pages, et il n'y a pas d'illustration. Bon, ça reste de la jeunesse, ça reste écrit gros et tout, mais je lis quand même moins rapidement 270 pages qu'un livre de 110-120 pages. Oui. Mais bref, j'adore Paul Beorn et voilà. Paris est en pagaille, un ogre énorme s'y promène en liberté sur les toits, poursuivi par un jeune magicien habillé en mousquetaire. Non mais, ça a l'air complètement loufoque. Et je doute que ça se passe dans nos années à nous, puisque on a un chapeau comme ça. Pas préciser l'année, mais je pense pas qu'on soit en 2000 quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou 2020, vous voyez? Bref. Oh, il y a une petite potion là sur le dos, regardez comme c'est mignon. Oh là là, j'ai hâte. Il me reste 2 livres à vous montrer de cette commande et après on passera à mes achats du mois de juillet et j'ai transgressé ma propre règle. En fait, en rangeant ma palle, en déménageant, tout ça, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de livres qui se passent au moment de Noël, voilà, des romances de Noël, des livres jeunesse, parfois des policiers et tout, qui se passent vraiment sur la période de Noël. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas très fan de Noël, vraiment. Et je peux pas lire ce genre de livre à un autre moment que le mois de décembre. Vraiment, je vais peut-être pouvoir en faire déborder un sur les premiers jours de janvier, mais pas plus que ça, parce que dès que Noël est passé, dès que décembre est fini, je suis en mode ok c'est bon c'est fini, je veux plus en entendre parler jusqu'à l'année prochaine. Donc je vais pas lire des livres de Noël, même en janvier, tu vois. Et je vais pas les commencer en novembre, parce qu'en novembre on est en plein pumpkin et que je lis pas des livres de Noël en plein pumpkin, tu vois. Moi je fais pas partie de la team des gens qui commencent leur romance de Noël ou leur film de Noël au mois de novembre. Non, on est en automne, ne cassez pas les bonbons avec ça. Bref, donc je m'étais dit, je n'achète plus de livres qui se passent à Noël, en hiver, sur cette période-là et tout, parce que j'en ai déjà beaucoup à lire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai transgressé ma propre règle. Et donc j'ai acheté Aggie Morton, Reine du Mystère. C'est un tome 2. J'ai lu le tome 1 probablement aussi en avril ou en mai. Et je voulais lire la suite. C'est pas de ma faute si le tome 2 il se passe à Noël. Tu vois, j'y peux rien. Donc le tome 2 c'est Crime au manoir Dole Park de Mark Jocelyn. Jusque là vous allez vous dire, je vois pas le rapport avec Noël.
Vous le voyez là, le rapport avec Noël, il y a de la neige et tout, enfin genre à un moment donné, voilà. Et c'est marqué, voilà. Mais lorsque les enfants découvrent un cadavre le matin de Noël. Voilà. Écoutez, on va avoir une nouvelle enquête de Aggie Morton. Je sais pas si je le lirai cette année parce que du coup j'ai vraiment pas mal de livres qui se passent à cette période-là à lire en décembre cette année. Mais je pouvais pas résister. Je voulais avancer dans la saga. Il se trouve que c'est le tome qui se passe à Noël. Je vais pas attendre 1 an et demi pour l'acheter alors que je veux avancer dans la saga. Oui, j'essaie de me justifier moi-même alors que j'ai moi-même toute seule pris la décision de ne plus acheter de livre de Noël et que j'ai moi-même toute seule pris la décision d'acheter ce livre-là en sachant que c'est un livre de Noël. Ça n'a aucun sens. J'ai aussi trouvé Secret de Louisiane, le tome 1, je pense, d'une nouvelle saga de Emily Richards. J'espère que je vais autant aimer cette saga que j'ai aimé Happiness-Key de la même autrice. Voilà. À travers une intrigue parfaitement maîtrisée et richement documentée, Secret de Louisiane, déploie 100 ans de passion et de haine, de tragédie et de drame intime portés par des personnages inoubliables. Vraiment la force de Happiness-Key en tout cas, c'est les personnages. Donc j'espère que ça va être le cas ici. Et ici on est donc à la Nouvelle-Orléans en 1975. À l'automne de sa vie. Pas à l'automne, mais en gros, il est sur la fin de sa vie. C'est ça. Bref, je vais pas lire le résumé. Il est moins gros ce livre-là que les tomes de Happiness Key, puisqu'il ne fait que 440 pages. Voilà. 440. Mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré Happiness Key, la trilogie, j'ai trouvé ça vraiment cool, donc j'avais envie de lire autre chose de Emily Richards. On passe donc à mes achats de juillet et début juillet. Oui, en fait je me suis fait une journée shopping. Je vous l'avais raconté en vlog, ces livres-là, je vous les ai déjà montrés en vlog. C'est le jour où j'ai récupéré ma porte de lave-vaisselle, enfin bref. Ça a été un carnage cette journée-là. Mais j'avais décidé d'aller faire du shopping, d'aller faire un peu les soldes, un peu les magasins. Et j'ai pas pu m'empêcher d'acheter des livres ce jour-là, évidemment. Donc, j'ai trouvé dans un Easy Cash les tomes 10, 11, 12 et 15 de La Roue du Temps, écrit par Robert Jordan. Est-ce que j'ai avancé dans le tome 9 que je suis en train de lire? Absolument pas. Est-ce que je l'ai commencé il y a plus d'1 an? Tout à fait. Est-ce que je compte le lire d'ici la fin de l'année? Oui, mais je sais pas quand. Vraiment, voilà. J'ai pas pu résister, vraiment, ils étaient à genre 2 ou 3 euros chacun. De 99 je crois, donc j'ai pas pu résister et je les ai pris et voilà, je sais pas quoi vous dire. Je veux avancer dans cette saga, ça doit faire bien 3 ans que j'ai pas lu tome de cette saga parce que je ne trouvais plus le temps, parce que je ne prenais plus le temps. Mais j'ai une idée de challenge qui me trotte dans la tête que je pense que je ferai en 2027. Du coup, parce que là sur la fin d'année ça va être un peu compliqué de mettre ça en place, mais et voilà, ça me permettrait d'avancer dans cette saga et dans d'autres et de lire d'autres livres également avec cette technique challenge là. Bref, voilà. En tout cas, je les ai vus et j'ai pas pu résister à les prendre, donc voilà. Et ce même jour, je suis allée à Cultura. Vous allez dire, Audrey, tu cherches, franchement, si tu vas à Cultura, évidemment. Mais en fait, j'allais à Cultura pas pour acheter des livres, mais pour acheter des puzzles. Puzzles que je vous ai aussi montré dans le vlog. Et évidemment, tu ne peux pas rentrer dans le Cultura et aller au rayon des puzzles sans passer par les livres. C'est pas ma faute. Donc, j'ai farfouillé. Je suis tombée déjà sur ça. Évidemment qu'il fallait que je l'achète. Enfin, genre à un moment donné, voilà. Celui-là, j'allais pas attendre de le trouver d'occasion pour le lire. Donc, c'est Heartstopper, le tome 6 pour toujours de Alice Oseman. Et il est important. Il est vraiment très important que je le lise rapidement. Parce que sinon, il va basculer dans la catégorie « Bah oui, mais c'est le dernier tome, je veux pas le lire tout de suite, je veux faire durer. » C'est pas parce que tu mets 4 ans à le lire que tu fais durer, ça n'a aucun sens. Donc il faut vraiment que je lise rapidement. J'adore Heartstopper, je pense que vous connaissez. Et j'ai aussi pris 2 BD, donc j'ai déjà pris Les Sœurs Grémier, le tome 8, Le Gardien de la Forêt de Di Gregorio et Barbucci, parce que c'est une série que j'aimerais avancer. Et que j'aime beaucoup, on y suit 3 sœurs. Voilà. Et un tome 1 que je connais pas, mais c'est pareil, j'avais dans un coin de ma tête le pumpkin et j'ai pas pu résister, donc j'ai pris Griffon, le tome 1, La quête de la team Diabolette de Elsa Corradi et Fabien Rontex. Voilà, ça ressemble à ça. Écoutez, ça m'a l'air très sympathique.
Il se peut que j'ai dans un coin de ma tête l'idée de mettre au moins une BD dans chaque catégorie du pumpkin et que donc pour ça il faut que j'achète des BD. Oh, grand malheur, il faut acheter des BD. Voilà, non mais je connais pas, celui-là je connais pas, je sais pas de quoi ça parle, mais avec le personnage principal qui a des cornes et tout, franchement ça avait l'air trop cool. Le résumé derrière finit par détestablement le grand ministre des enfers. Voilà. Et bon bah la suite de saga de BD que j'aimerais bien avancer. C'est quand même des achats relativement raisonnables, je trouve. On notera d'ailleurs que je suis de manière générale bien plus raisonnable quand je me retrouve dans une librairie de livres neufs que dans une librairie de livres d'occasion ou sur un site de livres d'occasion. Voilà. Ensuite, toujours au mois de juillet, je suis allée dans un autre centre commercial parce que pareil, je cherchais mes chaussures, mes jeans, enfin bref, je voulais m'acheter des vêtements et j'ai pas trouvé. Et je me suis retrouvée dans un rayon de livres soldés. Écoutez, j'ai pas fait exprès. Voilà, je suis tombée dessus comme ça par hasard. Écoutez, bon, voilà. Je sais plus si je vous les ai montrés ceux-là en vlog, je crois pas. Mais bref, j'ai pris Ma grand-mère, agente secrète de Alexandra Garibal. Voilà, une grand-mère qui enquête a priori avec ses petits-enfants. Enfin, genre, à un moment donné, moi, voilà, c'est illustré également. Je connaissais pas, hein, vraiment, je tombais dessus par hasard. J'ai dû payer ce livre 89 centimes. C'est honteux, sachant qu'il en vaut 12,99. Mais en fait, il était. Enfin, il en vaut 12,90 si tu l'achètes neuf. Voilà. Mais en fait, il était d'occasion, donc déjà pas à 12,90 et en plus soldé. Donc voilà. J'ai aussi pris Nécropolis, le tome 1, La Tour de l'Aigle de Fabrice Collin. Celui-là, je le cherchais et je voulais trop le lire, je tombais dessus par hasard, j'étais trop contente. Voilà. C'est du Fabrice Collin. Derrière, on a une illustration de cimetière. À un moment donné, moi, non, mais je ne peux pas, je ne sais pas. Écoutez, Robin, Violette, Astor et Liane sont apprentis à l'Institut Saint-Ange. Cette école les forme à devenir les prochains gardiens de Nécropolis, la cité où sont enterrés des milliers de morts qui n'ont pas trouvé le repos. Non mais de la littérature jeunesse qui se passe dans un cimetière ou qui a trait à tout ça, c'est ce que je préfère lire. Voilà. Et j'ai trouvé celui-ci, j'étais pas sûre que ce soit le tome 1, après vérification je crois que c'est le tome 2. Faudrait que je revérifie mais il me semble que c'est ça. Donc c'est Les Tribulations d'Esther Parmentier, trafic sanglant, vampire sur les dents, de Maëlle de Sarre. Pareil, Maëlle de Sarre c'est une autrice dont on entend pas quand même pas mal parlé. Il me semble que c'est le tome 2, donc il faudrait que je trouve le tome 1. Mais pareil, il était d'occasion soldé. C'est une saga que je veux découvrir, donc j'ai pas pu résister et je l'ai pris. Lui pour le coup, il est pas illustré, mais bon, ça devrait bien se passer. On parle d'une sorcière stagiaire, puis on parle de vampire. On parle pas de cimetière, mais bon, ça reste ce que j'aime lire, écoutez. Et avec tout ça, on en arrive à mon immense craquage de fin juillet. Cette fameuse commande Gibert que j'ai fait peut-être autour du 19-20 juillet et que je n'ai pu ouvrir que le 29 ou le 30 quand je suis rentrée chez moi après avoir été évacuée de mon appartement à cause du feu. Voilà, donc en fait j'ai vraiment redécouvert ce que j'avais commandé. Ce que je ne savais plus, ce que j'avais commandé, pas commandé, trouvé, pas trouvé. Cette commande est indécente, elle est tellement indécente qu'ils me l'ont envoyée en 2 cartons. Voilà. Écoutez, bref, les 4 premiers, je vais passer rapidement dessus parce que je vous les ai montrés la semaine dernière. Donc il s'agit de La femme de ménage de Freda McFadden, Rouille de Florian Soulas, Jefferson de Jean-Claude Monleva et Revanche de Kat Clark. Voilà, je vous en ai parlé la semaine dernière. Ils étaient dans cette commande-là, ils sont là. Je les lirai prochainement. Mais bien évidemment, je n'ai pas commandé que ça, hein. J'ai commandé beaucoup de livres. Il y a beaucoup de petits livres jeunesse que j'ai commandés dans un coin de ma tête pour les lire pour le pumpkin. En fait, je fais ça chaque année. Chaque année, je commande beaucoup de livres, beaucoup trop de livres pour le pumpkin. Ensuite, je galère à choisir lesquels je mets dans mon pumpkin. Et après, je râle parce qu'il y a des livres qui traînent dans ma palle depuis des mois et des années, parce que je les ai achetés pour le pumpkin, mais que comme j'en ai acheté trop, j'ai pas pu tout lire. Bah, j'ai refait pareil, j'ai commandé beaucoup trop de livres, encore une fois. Bref, j'ai donc pris La sorcière de Croulemotte, méchante sorcellerie en tout genre, envoûtement, maléfice et sortilège, petit prix, trop cool, de Bernard Wess et de l'atelier Amojo. Je
je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas. Écoutez, voilà, c'est la collection 8 ans et plus de chez Gulfstream. Non mais voilà, une sorcière, éditée chez Gulfstream, c'est illustré en plus en couleur, ça a l'air cool, non? Celui-ci, alors celui-ci il a l'air absolument génial, donc c'est le Corbeau de nuit, donc les mystères de Mika, tome 1, le Corbeau de nuit, il me semble que c'est dans ce sens-là, de Johan Runberg, et alors rien que la couve, moi ça me... L'ambiance a l'air absolument trop cool, et je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? En 1880, dans la ville glaciale de Stockholm, on change de capitale. Vous noterez quand même, la mort rôde à chaque coin de rue. Mika, 12 ans, sait que l'hiver sera rude pour chacun des enfants qui vivent comme elle, à l'orphelinat. Non mais enfin écoutez, je sais pas quoi vous dire. Le suivant, je savais pas qu'il ressemblerait à ça. Et alors franchement, en fait, je l'ai pris pour son titre. Vous allez voir le mot qu'il y a dans le titre et vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté ce livre-là. Mais il est en hardback, il est absolument magnifique. J'ai l'impression que c'est un livre quand même assez ancien qui a été réédité. J'ai pas une version ancienne, j'ai une version récente, mais j'ai l'impression que c'est un livre qui a été écrit il y a un petit bout de temps et qui a été réédité. Regardez cette beauté, il est magnifique. Je suis pas très fan de la couleur verte de manière générale, mais là, il est magnifique. Il est en hardback, il est absolument magnifique. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. On a des pages de garde comme ça, vraiment, c'est magnifique. J'ai pas les mots, on a des petites illustrations. C'est aussi ça qui me fait dire que c'est un ancien livre. Je pense que... Je sais pas quand ont été faites les illustrations, mais bref, voilà. Et donc le titre c'est Betty et sa bande, le fantôme de Rainbow Lake. Écrit par Laura Lee Hope. Voilà. États-Unis, 1913. Non mais vraiment, je vais me faire un pumpkin fin des années 1800, début des années 1900. Je n'en ai rien à faire. Vraiment, écoutez... Si ça pouvait être la thématique de cette année, ça serait parfait. Je pense que je pourrais remplir toutes les catégories du pumpkin avec uniquement des livres qui se passent entre 1850 et 1920. Genre vraiment, je pense que je peux faire ça. C'est une dinguerie, mais j'adore lire les livres de cette époque-là. Je sais pas, je trouve que... En fait, rien que le fait qu'il n'y ait pas de technologie, vraiment pas de téléphone particulièrement, je trouve ça je sais pas, ça donne un côté authentique que j'adore vraiment. Et même quand, par exemple, il y a l'électricité, il y a les téléphones fixes, mais que du coup, tu es obligé de rentrer chez toi ou de trouver une cabine téléphonique pour appeler quelqu'un, je sais pas, j'adore ce genre de moment, je peux pas l'expliquer. Voilà. J'ai aussi pris Le mystère du livre disparu, le tome 1, Au secours de Peter Pan de Pier Domenico Baccalario et Edoardo Gioreggi. Je sais plus ce que PD Baccalario a écrit, mais j'ai déjà lu un livre écrit par lui. Il me semble qu'il l'avait écrit avec 4 mains et il me semble que j'avais pas trop accroché. Mais le livre disparu, pardon, je vous montre le livre, je peux pas passer à côté, enfin à un moment donné c'est pas possible, voilà. Peter Pan c'est pas trop ce que j'aime, c'est pas un dessin animé que j'aime bien, c'est pas ce qui m'attire particulièrement. Vous voyez, si on avait eu un autre dessin animé cité, probablement que j'aurais préféré, mais je vais quand même y aller. Je trouve pas d'illustration, c'est quand même... Si, j'en ai vu pourtant. Il va y avoir 3 illustrations en tout dans le livre, parce que là, vraiment, j'en ai vu, mais je... Ah, voilà. Ouais, je pense qu'il y en a 3 ou 4 max dans le livre. Mais voilà, Anna et Gabriel sont bouleversés, la plus belle histoire jamais écrite dont ils attendaient la sortie en librairie avec impatience a disparu. Donc là, on est, je sais pas en quelle année on est, c'est pas précisé ici, mais voilà, on parle de livres qui parlent de livres et d'écriture. J'adore. Le suivant, c'est aussi tout à fait ma came. Vraiment, j'ai beau ronchonner après les auteurs et autrices qui prennent Agatha Christie comme référence. J'adore les livres avec des enfants qui mènent des enquêtes. Vraiment, je trouve ça trop cool. Et donc là, c'est tout simplement Les enquêtes d'Emily Evans, le tome 1, L'héritière disparue de Patricia Elliott. Je suis pas très fan des illustrations, enfin de l'illustration de couverture ici, mais voilà, détective hors pair, passionnée de science, Emily a le goût du mystère et des énigmes. Pareil, il n'y a pas de... Oh, les 3 derniers mots, c'est fantôme ou imposture. Bref, voilà. Il n'y a pas d'année ici, je n'ai pas fini ma phrase. Non, et les fantômes, les cimetières et les enfants qui mènent des enquêtes, c'est ma came. Pour le livre suivant, j'ai également enfreint ma propre règle, mais j'ai pas pu résister. Voilà, écoutez, j'ai pas pu résister, donc j'ai acheté Les mystères du manoir hanté, vous allez vous dire, bref, de Eva Franz et Eline Sandstrom.
Voilà, mais c'est un livre de Noël en fait. En haut c'est marqué une enquête en 24 chapitres et on a plein de neige. Mais genre un manoir hanté, je peux pas résister, c'est pas possible. Le livre est ultra lourd, vraiment. Voilà, un manoir hanté, 24 chapitres. Évidemment que je vais le lire, évidemment En plus c'est illustré et tout, je peux pas résister. Je sais pas si je vais le lire réellement un chapitre par jour au mois de décembre parce que j'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop quand on décide à ma place combien de pages je peux lire d'un livre par jour. Ça me fatigue. Non, mais j'ai un problème avec l'autorité. Écoutez, c'est pas diagnostiqué, c'est pas vrai, mais vous voyez, quand on me dit tu dois faire ça comme si, genre bah non, pas. Voilà. Donc, Noël approche, mais l'ambiance n'est pas à la fête. Le père de Flora n'est plus là et sa mère passe sa journée à travailler. La petite maison où elles viennent de s'installer n'est même pas décorée. En explorant le parc à proximité, Flora découvre un imposant manoir abandonné. D'étranges voix cherchent à la dissuader d'y entrer. Voilà. Un manoir hanté pour Noël, c'est un peu Halloween à Noël. Je peux pas résister. Donc je commence à galérer à savoir où poser les livres autour de moi parce que là vraiment il y en a partout. Ensuite j'ai trouvé Fonte Close tome 1, Le Trésor de Charette, écrit par Vanessa Pontet. Alors là je connais pas, j'en ai jamais entendu parler. On n'est pas spécialement sur ce que j'adore, il n'est pas question de fantômes, il n'est pas question du 19e siècle, début du 20e, mais il est question de chasse au trésor, apparemment. C'est pas illustré, mais je sais pas, la couve m'a attirée. J'étais dans une folie acheteuse pour cette commande, vous l'avez compris je pense, donc j'ai pas d'excuse pour celui-là. Mais alors celui-là je le cherche depuis tellement longtemps, il est tellement beau en plus. Donc c'est l'Académie des sombres maléfices de Ariane Ghezouli. Le livre est absolument magnifique. Ça va pas rendre grand chose en caméra parce que du coup il fait des reflets, mais c'est absolument magnifique. Vraiment, voilà. L'Académie. En fait, dès qu'il y a école, académie, tout ça dans le titre, j'en ai d'autres à vous montrer, vous allez voir, je craque aussi. Non, mais vraiment, en jeunesse, j'ai pas... En fait, il n'y a pas grand chose qui peut ne pas me plaire en jeunesse. Voilà. Mais ici, j'ai plus l'impression qu'on est en young adult, middle grade, pas trop. Willa Nordus est heureuse d'entrer à l'Académie des Maléfices. Passionnée par les grimoires à immersion spontanée et les sortilèges, elle rêve de devenir enchanteresse. Mais elle va déchanter vite. Non mais je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous dire, enfin à un moment donné, voilà, 330 pages, écoutez, peut-être que je lirai cette année, peut-être que je le garderai pour le pumpkin de l'année prochaine, je ne sais pas. Le suivant c'est un peu comme le truc des fantômes là, je savais pas qu'il allait être en hardback, mais alors il est absolument magnifique. Donc c'est Délivre-moi de ce grimoire ensorcelé de Jen Schumacher. Et donc il est en hardback, on a des dessins pareil sur les pages de garde, etc. Et on a, enfin vraiment, il n'est pas du tout fait comme un roman classique. Vous voyez ? Voilà, écoutez, bref. Et donc vraiment, si je vous montre les deux couvertures avec le livre ouvert, j'adore. Vous voyez ? Non mais je suis fan, écoutez, je suis fan. Ici on est sur une espèce de démon sorcière, je sais pas trop. Vraiment, encore une fois, peu importe la thématique que Guimauve va choisir, j'aurai au moins un livre parfait pour sa thématique. C'est une certitude. D'ailleurs, j'ai réfléchi à me faire un espèce de mini challenge à moi en plus du pumpkin pour la semaine de Halloween. Faut que je regarde les dates, comment ça tombe, qu'est-ce que je peux faire et tout, mais ouais. On arrive enfin à la toute dernière pile de ce book haul. Oui, il y en avait 4 en tout, pour vous dire, donc c'est pas toutes égales, mais bref. J'ai pris, alors ça n'a rien à voir ni avec le pumpkin, ni avec pas grand chose, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Silène Edgar et j'ai trouvé Les Lettres volées, donc je l'ai pris. Et plus je le vois, plus je me dis que peut-être j'ai déjà tenté de lire ce livre. Mais écoutez, bref. J'aime beaucoup Silène Edgar et en général elle ancre un personnage dans notre réalité à nous, dans notre temporalité à nous, et qui va trouver le moyen de communiquer avec un personnage qui vit à une autre époque, donc ici en 1661. Voilà. Son plus connu, c'est celui qu'elle a écrit à 80, il me semble, avec Paul Béorn, qui s'appelle 1414, 2014, 1914, vous voyez. Et j'aime beaucoup, vraiment, ça permet de... En fait, ça permet de découvrir comment les gens vivaient à une certaine époque. Ça se passe en général à un événement assez traumatisant de l'histoire.
voyez, c'est pas juste le quotidien classique de la princesse dans son château. Vous voyez, c'est le quotidien classique de la princesse dans son château le jour où le château est attaqué, par exemple. Vous voyez. Et j'aime bien. Mais on a aussi un personnage qui vit à notre époque et qui a le même avis que nous, le même prisme que nous sur ces événements-là. Et du coup, je sais pas, ça rajoute un petit truc et je trouve ça cool. Celui-ci, je sais plus pourquoi je l'ai commandé. Vraiment, je ne sais pas. Donc c'est le Renard de Morlange de Alain Surget. Je pense que c'est un classique de la littérature jeunesse, mais que je ne connais pas. Bon, pareil, j'étais dans une folie acheteuse, donc je me suis dit pourquoi pas. Violence, humiliation, rien n'arrête le cruel conte de Morlange, rien, jusqu'au jour où un vieil ermite lui prédit que s'il ne change pas sa conduite, il sera transformé en renard les nuits de pleine lune. Bon, on est sur un livre jeunesse, un peu fantastique, avec une morale et un message quand même assez fort. Vous voyez? Et je connais pas du tout ce livre, donc on verra bien. Quand j'ai passé ma commande, je venais de finir le Joël Dicker, donc la disparition de Stephanie Meller. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, parce que pourquoi pas, voilà. Non mais j'ai bien aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé la disparition de Stephanie Meller, donc j'avais envie de tenter autre chose de l'auteur. Voilà. Je vous parlais d'école tout à l'heure, et bien les 2 prochains livres parlent d'école, puisque c'est L'école des failles errantes, le don funeste de Piper C.G. Voilà, c'est un tome 1. Je suis pas très fan de failles de manière générale, mais là je sais pas. L'ambiance, on n'est pas sur les petites fées Pompélope dans la prairie avec plein de couleurs et tout. Vous voyez, je pense qu'on est sur une école un peu plus trash que ça. C'est pas illustré, mais on a un genre de portail à chaque en tête de chapitre. Voilà. Rosemary a toujours été différente, elle peut voir comment les gens vont mourir et se retrouve parfois dans des situations pour le moins étranges. Non mais les livres jeunesse qui ont un lien de près ou de loin avec la mort, c'est mon petit péché mignon, écoutez. Et donc le suivant c'est L'école de la peur, cette fois-ci de J.T. Davenchari. Voilà. Écoutez, je sais pas trop. Nous avons tous peur de quelque chose, oui. Madeleine craint tellement les insectes qu'elle vit sous une moustiquaire et dégaine ses bombes répulsives sur tout ce qui bouge. Lou ne supporte pas les portes fermées, les petites pièces et autres espaces clos. Théodore redoute la mort au point qu'il passe ses journées à appeler ses parents pour vérifier qu'ils sont toujours en vie. Quant à Garrison, je ne sais pas, l'eau est son pire cauchemar, il ne s'est jamais baigné, même traverser un pont est une épreuve. Voilà. Donc ils vont tous dans la même école pour affronter leur peur, je suppose. Et alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir en caméra, mais en gros, c'est un livre qui a des rabats. Et quand j'ai acheté le livre, le rabat servait de marque-page à la personne qui l'avait avant. Et je pense que le livre a été rangé comme ça pendant très 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 longtemps. Vous voyez, donc là, le rabat cache des pages. Et si j'enlève le rabat, on voit une différence de couleur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, les pages sont blanches et là, elles ont jauni. On voit bien le temps sur le livre. Je sais pas si vous voyez. Bref, et donc du coup, comme le rabat était sur les pages, il a pris sa forme, quoi. Et donc j'arrive pas à le remettre bien. Et bon, écoutez. Bref. Dans cette commande, j'ai aussi pris La vengeance du géant invisible de David O'Connell. Donc c'est le tome 3 des mystères de Dundoodle. Il me semble que j'ai lu le tome 1 pour le Pumpkin de l'année dernière, que j'ai lu le tome 2 en janvier. Et du coup voilà, j'ai le tome 3. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais j'ai bien aimé le tome 1. Et donc le tome 1 c'est le fantôme de la chocolaterie, et le tome 2 c'est le dentiste des ténèbres. Bon, on suit un petit garçon qui hérite d'une chocolaterie, ça a un petit côté Charlie à la chocolaterie, Willy Wonka, etc. Et j'ai bien aimé franchement. Donc voilà, j'ai le tome 3 et je vais pouvoir finir cette trilogie. J'ai aussi trouvé un tome 2, il me semble que le tome 1 pareil, je l'avais lu pour le Pumpkin de l'année dernière, donc c'est Frisson au Mont Elmoc de Catherine Arden. Le tome 1 c'est Terreur à Smoke Hollow. Moi je l'ai acheté d'occasion, mais j'ai la version des épreuves non corrigées, donc le livre est blanc. Bref, voilà. Franchement j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc c'est autour d'une ville un peu hantée, un peu à part, c'est le genre de petite ville très centrée sur elle-même, où il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent, et quand tu mets ton nez dedans, tu te dis l'ambiance sur place est bizarre, vous voyez.
Voilà, survivre aux terribles événements qui se sont déroulés à Smoke Hollow a rapproché Holly, Brian et Coco, désormais inséparables. Arrivés pour un séjour de ski au mont Elmock, les 3 amis comptent bien profiter de chaque instant, mais il va y avoir un souci. J'ai pas lu la suite, mais je pense que la suite c'est ça. Du coup, celui-là, je peux le lire soit pour le pumpkin, soit le garder pour décembre, l'hiver. Et celui-ci, je suis pas obligée de le lire en décembre, je peux le lire en janvier. Ça parle de neige, ça parle de ski, mais ça parle pas de Noël. Donc, oh, il y a marqué, il y a une fin de phrase qui est « et même de voir un fantôme ». Écoutez, bref, on verra bien. Le dernier livre de cette commande et le presque dernier livre de cette vidéo, vous allez voir, c'est Mal d'Aurore, les enfants de la légende de Philippe Lechermeyer. Je vais le dire comme ça, écoutez. Et lui, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je le vois passer de temps en temps. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je ne sais pas trop vraiment de quoi ça parle. Il n'y a pas vraiment de choses qui m'attirent précisément dans ce livre. On n'est pas fin 1800, début 1900. C'est pas vraiment un jeunesse. Il n'y a pas de fantômes, de cimetière ou quoi aux caisses. Mais je sais pas, ça m'attire. Donc voilà, une mélodie jouée au violon, puis les pages d'un livre qu'on tourne, une porte qui s'ouvre, alors la légende de Mal d'Aurore se réveille. Voilà, je n'ai pas plus d'infos que ça à vous donner, mais je l'ai acheté. Et ensuite, fin juillet, comme j'ai déjà pu vous le dire, j'ai donc dû évacuer mon appartement. Je suis partie avec quelques livres en partant, et puis en fait je suis allée chez ma soeur pendant ces jours d'évacuation. J'étais assez bien là-bas, j'ai pas... Enfin bref, voilà. Et je suis allée au Leclerc Culturel parce qu'en fait je cherchais des trucs pour m'occuper, des trucs d'enquête, un peu des cahiers de vacances, vous voyez. Parce que chez ma soeur, je peux pas vraiment lire, c'est pas chez moi, etc. J'allais pas m'enfermer dans la chambre tout le temps non plus. Et eux, leur télé est quasiment tout le temps allumée. En plus là, on continue les infos sur le feu. Donc en fait, je peux pas lire, j'avais du mal à me concentrer. Mais bref, je suis allée au Leclerc Culturel pour m'acheter ces genres de cahiers de vacances, des trucs d'enquête et tout, que j'aime bien faire pour les faire. Et j'avoue, je n'ai pas pu m'empêcher de passer par le rayon livre, et j'en ai pris 2. Sur l'un des deux, j'avais un doute, je me disais peut-être que je l'ai commandé dans la commande JBR que je viens de vous montrer là. Et en fait, non, il n'y était pas. Bref, j'ai donc acheté Les Thés meurtriers d'Oxford, le tome 2, Beauté fatale, et le tome 3, Flagrant délice de H.Y. Anna. J'ai pris les deux. En fait, je me suis dit, j'ai lu le tome 1 rapidement, c'était fun à lire, c'était pas prise de tête et j'avais besoin de livres pas prise de tête pendant cette période-là d'évacuation et tout. Bon, il se trouve que je les ai pas lus chez ma soeur, hein, puisque ils sont là, je vous les montre. Bon, je les ai pas lus, mais bon, je suis contente de les avoir. Je les ai achetés neufs, du coup, ce qui est rare pour moi. Le tome 3 est tout petit par rapport au tome 2, mais écoutez, bref, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de les acheter, je me suis dit ça me changera les idées, ça me fera une lecture fun, une lecture cool pendant cette évacuation. Je ne l'ai pas lu à ce moment-là, je le lirai bien à un autre moment. J'en ai fini avec ce book haul quasiment interminable. Sans surprise, ma caméra a coupé plusieurs fois et donc je n'ai aucune idée du temps que dure cette vidéo. Moi, il va me rester la charge de ranger ces livres et de leur trouver une place dans mes bibliothèques de Pâle. C'est pas gagné, moi je vous le dis. Mais pour vous, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.